nous faire peur avec les crises du climat et de la biodiversité. Gros sujet qui va bien m'occuper pour 3 ou 4 vidéos. Je vous le dis pour que vous soyez prévenus, que je ne prenne pas en retraite. Et comme en plus je me lance dans la psychanalyse d'une ONG, vous saurez vite de laquelle il s'agit, tout ça demande du temps pour ne pas être traité par-dessus la jambe. Donc si vous êtes pressé, c'était même pas la peine de commencer le visionnage de cette première vidéo. Et surtout qu'il est possible que ça ne vous plaise pas. Très possible même. À vous de voir. Alors comme vous pouvez le constater, presque tous les jours en écoutant les prophètes de l'apocalypse dont se gargarisent les médias de grand chemin, en faisant leur commerce, la peur fait vendre. Qu'il s'agisse des crises du climat et de la biodiversité justement, mais aussi de la guerre, du chômage, de la montée des intégrismes religieux, de l'insécurité, du terrorisme, celui qui s'exprime avec des bombes ou des kalachnikovs, mais aussi le terrorisme d'État quand celui-ci étend insidieusement sa domination et son contrôle des citoyens. Il y en a ainsi pour tous les goûts pour alimenter en permanence un climat de peur à grand renfort de mauvaises nouvelles. Et les questions environnementales y contribuent de plus en plus. C'était le sujet de notre dernière conversation entre vieux potes de fac de sciences à l'université d'Orléans au début des années 80, qui nous sommes retrouvés il y a quelques années en Provence, pas loin du Mont Ventoux, près duquel nous vivons désormais. Un Mont Ventoux que vous pouvez deviner au-dessus de la maison qui était derrière moi il y a quelques instants. Si vous zoomez dessus, vous pourrez le deviner. Et donc, si vous êtes capable de suivre nos analyses et de comprendre les concepts qu'il y a derrière, alors vous serez capable de les mettre en œuvre vous-même dans vos propres réflexions, à votre tour. Mais ne vous imaginez pas pour autant être d'accord avec moi, en particulier dès cette première vidéo. Laissez-moi quand même avoir des contradicteurs. Une certaine bien-pensance écologiste, parée de science qui n'est en réalité que du scientisme, exhorte à ne plus manger de viande, ni de poisson, à ne plus faire d'enfants, à limiter nos déplacements au strict nécessaire, ou encore à sanctuariser 30%, voire 50% de la surface de la Terre et des océans, et à punir sous une forme ou une autre les contrevenants à ces injonctions, en s'accommodant de plus en plus des restrictions toujours plus fortes de nos libertés fondamentales. Des restrictions qui puent le totalitarisme, avec d'autres dérives autoritaires et totalisantes de la sphère publique, comme l'éducation et la santé. Ce néo-malthusianisme pervers, rabaissant le genre humain à une espèce invasive qu'il faudrait réguler et isoler de la nature, en vidant de tout contenu social et culturel les graves problèmes écologiques de notre temps, et donc en ignorant les logiques propres aux groupes sociaux, les rapports entre eux et les évolutions réciproques entre la nature et la société, conduit non seulement à séparer ces dernières, mais aussi à séparer les citoyens et ces groupes sociaux en bons et mauvais élèves, pour que les premiers puissent, tant qu'à faire, exercer leur domination sur les seconds. Cette chronique dissidente, subversive et satirique, explore, pour proposer d'y remédier, l'état profonde qui marque un certain courant écolo, s'érigeant en chevalier blanc de la protection de la nature et de la raison, sans jamais interroger ses propres rapports au monde et à la réalité. Le projet sous-jacent est que la protection de la nature cesse d'être un champ de bataille entre parties prenantes opposées les unes aux autres, en renversant complètement une conception dépassée des rapports entre l'homme et la nature ayant conduit à l'impasse actuelle pour sortir des crises écologiques. Il ne s'agit pas pour autant de fabriquer du consensus façon développement durable. Il s'agit au contraire d'enclencher une rupture radicale dans nos façons de penser et de voir le monde. C'est-à-dire en s'attaquant aux racines psychologiques, sociologiques et métaphysiques de la perversion de nos rapports à la nature et aux autres êtres humains. En commençant par dépasser l'habitude de coller sur ceux qui ne pensent pas comme nous des étiquettes de bons ou de mauvais, de gentils ou de méchants, de bien ou de mal dans ce qu'ils font ou ne font pas. Et en cessant d'être en réaction et de les réduire à un rôle que leur attribuent nos conditionnements. Pour au contraire leur accorder notre attention active et découvrir qu'ils sont vraiment derrière le masque social qu'ils portent ou que souvent nous leur faisons porter. Accrochez-vous bien et bienvenue dans les champs fertiles de l'écologie sociale, de l'approche systémique, de la pensée complexe, au lieu de la pensée binaire, si fréquente, et de la connaissance de soi. Avec ses potes donc, on se fait une bonne bouffe, on refait le monde, on se marre beaucoup, on s'asticote, on se charrie, on se prend parfois un peu la tête. En particulier, moi, souvent avec Julie, que je vous présenterai tout à l'heure, je vous décrirai plutôt, même si je l'aime beaucoup, et en fait, jamais on ne s'engueule, ça finit toujours par des embrassades. Vous pensez, ça fait donc plus de 40 ans qu'on se connaît. C'est à cette époque que cette bande de copains m'a affublé du sobriquet de professeur Moreau. Professeur pas au sens de membre du corps enseignant, mais à celui de quelqu'un qui a toujours aimé fouiller les choses, les vulgariser,
mais sans jamais se prendre non plus trop au sérieux. Et ce sobriquet m'est resté jusqu'à ressortir d'ailleurs il y a une vingtaine d'années, quand je travaillais dans une grande ONG de conservation de la nature. Car avec Julie, nous sommes les naturalistes de la bande. Donc Alain, le pote consultant en neurosciences et sciences cognitives, a commencé par nous rappeler que les études menées en psychologie politique depuis une vingtaine d'années montraient bien en effet l'importance des impacts sociaux de peurs sciemment entretenues par la connivence entre les sphères politiques et médiatiques, en particulier en montant en épingle des situations sociales isolées, comme des violences urbaines, pour les présenter comme des tendances comportementales généralisées. Ce n'est pas nouveau, et je renchéris, puisque déjà Spinoza, dans son traité théologico-politique, si je ne dis pas de bêtises, expliquait qu'un leader faisant valoir son autorité sait utiliser la peur à sa guise. Ce qu'il voulait dire évidemment par là, c'est que la peur n'est pas seulement une émotion, mais que c'est aussi un puissant levier de manipulation. C'est ça, a confirmé Alain. Elle est utilisée pour jouer sur nos instincts primaires, comme avec l'argent, avec la peur d'en perdre ou tout simplement de pas en avoir. La technologie, avec la peur, qui est loin d'être infondée d'ailleurs, de la disparition de millions d'emplois, notamment maintenant avec l'avènement de l'intelligence artificielle. La mort, bien sûr, qui est la peur ultime, par exemple d'être victime d'un attentat terroriste ou d'une maladie incurable, ou encore la destruction de la nature, avec la peur que la vie disparaisse largement de la surface de la Terre, et nous, bien sûr, avec, tant qu'à faire, car finalement, pour certains, ça réglera le problème. Pas des humanistes, évidemment. Cette stratégie d'utilisation de la peur est une manipulation d'une émotion à la base très utile, a continué à expliquer Alain, pour nous pousser à la lutte pour notre survie, ou à la fuite, toujours pour une question de survie. Oui, a ajouté Thierry, on peut penser par exemple à nos lointains ancêtres qui devaient réagir très vite devant un danger, par exemple de l'attaque d'un prédateur, sans avoir le temps d'y réfléchir à deux fois. Thierry, c'est notre pote hydrobiologiste et pêcheur professionnel sur le Rhône. C'est tout à fait ça, reprit Alain, car la peur peut avoir des effets variés sur les actions des individus, en fonction du contexte et de la situation, tels que la perception individuelle de la peur, l'environnement social, ou encore la capacité de régulation émotionnelle de chaque individu. Dans certains cas, la peur peut donc pousser à l'action, en particulier lorsqu'elle déclenche justement une réaction de lutte ou de fuite. Cette réponse est souvent associée à des réactions physiologiques telles que l'augmentation du rythme cardiaque, comme moi en ce moment parce que ça monte, de la vigilance et de la force musculaire, et prépare le corps à l'action. Le stress et les processus hormonaux liés à la peur jouent en effet un rôle crucial dans la façon dont la peur peut influencer les actions des individus. Lorsqu'une personne est confrontée à une situation effrayante, par exemple, le système nerveux déclenche la libération d'hormones de stress, telles que l'adrénaline et le cortisol. Ces hormones peuvent ainsi déclencher une variété de réponses physiologiques qui ont des implications directes sur le comportement. Dans le contexte de la poussée à l'action, la libération d'adrénaline peut donc stimuler la réactivité et l'attention, ce qui peut être bénéfique dans des situations où une action immédiate est nécessaire. Par exemple, à compléter Alain, si une personne est confrontée à un danger imminent, et pas besoin de remonter à la préhistoire comme l'évoquait Thierry à l'instant, un danger face à un inconnu qui l'agresse dans la rue par exemple, ce n'est pas très différent que de se retrouver face à un tigre à dents de sabre. La libération d'adrénaline peut augmenter sa force et sa vitesse, facilitant ainsi la fuite, en se sauvant à toutes jambes, ou la lutte, en allant au combat. Ouais, à rigoler Thierry, mais devant le tigre à dents de sabre, il valait quand même mieux se faire la malle que de l'attaquer avec un gourdin. Très bien réagit alors Julie, dont je parlais un peu plus tôt, la femme d'Alain, prof de sciences naturelles, avec qui il sortait déjà quand nous étions étudiants. Mais tu oublies que la peur entraîne au contraire très souvent l'inaction. Par exemple, la peur de l'échec peut conduire à l'évitement de défis ou de prise de risque. Je vois ça très souvent avec mes élèves. C'est vrai, a admis Alain, et j'allais le dire. Des tas d'études ont en effet montré qu'une peur excessive peut entraîner une paralysie psychologique, limitant la capacité à prendre des décisions ou à agir de manière efficace. Lorsque la peur est associée en particulier à des menaces abstraites, ou un peu floues, ou encore à long terme, ou bien un mélange d'un peu tout ça, comme sur les questions climatiques et écologiques, qui ne sont pas toujours faciles à percevoir, la libération prolongée de cortisol peut affecter négativement la capacité à prendre des décisions rationnelles, et peut conduire à des comportements d'évitement ou d'inaction.
Et concrètement, demandait Patrick, ingénieur des matériaux dans les applications industrielles des supraconducteurs, qui était dans la filière maths, physique, chimie, lorsque tous les autres nous étions en filière chimie, biologie, géologie. À l'exception de Marlène, la nouvelle compagne de Thierry, donc une pièce rapportée si j'ose dire, devenue illustratrice à temps partiel pour des magazines jeunesse après des études de philo et de dessin, et aussi professeure de yoga et de tai chi. Une très chouette fille, au passage, qui apporte beaucoup de fraîcheur à notre petit groupe d'anciens étudiants en sciences, un peu trop conditionnés par moments par nos cerveaux gauche analytiques. Concrètement, et c'est de nouveau Alain qui s'est alors exprimé pour répondre à Patrick, on peut devenir incapable de dire ou de faire quoi que ce soit. Ces menaces ne portant sur rien d'immédiatement visible ou tangible pour le commun des mortels. Elles paralysent l'action. Un peu comme un insecte qui fait le mort, plutôt que de se défendre ou de tenter de s'enfuir, ai-je suggéré, en espérant que le prendre pour un cadavre fera qu'on le laissera tranquille. C'est ça à acquiescer Alain. Évidemment, ce genre de stratégie a ses limites en termes d'efficacité. Il est donc important de noter que la relation entre la peur et les réponses comportementales est complexe et peut varier d'une situation à l'autre et d'une personne à l'autre. Elle dépend de nombreux facteurs internes et externes. Et la manière dont une personne perçoit et régule ses émotions joue sur la façon dont la peur la pousse à l'action ou au contraire à l'inaction. C'est ce qu'on appelle le schéma comportemental réactionnel. Des recherches montrent ainsi que les individus qui sont capables de réguler efficacement leurs émotions sont plus susceptibles d'utiliser la peur comme un moteur pour agir de manière efficace. Tandis que ceux qui ont une capacité de régulation émotionnelle réduite sont plus enclins à céder à l'inaction, à des réponses peu adaptatives. En effet, certains individus réagissent à la peur en l'intériorisant, c'est-à-dire en l'enfouissant, circuler, il n'y a rien à voir, et d'autres au contraire en l'extériorisant, c'est-à-dire en la projetant sur les autres. Ceux qui ont un schéma réactionnel intériorisé tentent ainsi de se cacher du regard des autres quand ils ont peur ou sont en colère. Ils deviennent physiquement et émotionnellement inaccessibles, autocentrés, voire nombrilistes. Prendre la fuite ou disparaître pour ne pas se confronter aux autres finalement, avec une tendance à s'autoflageller de reproches. Ils adoptent ainsi une position de victime. Ceux qui, à l'inverse, ont un schéma réactionnel extériorisé, attaquent les autres quand ils sont envahis par la peur ou manipulent celle des autres, à continuer Alain. Leur attitude physique et émotionnelle est centrée sur l'ingérence, l'agression ou la domination. Pour certains, cette ingérence n'est pas seulement verbale, mais peut aller jusqu'à la violence physique. En hurlant, en cognant, en inondant leur cible de reproches, et donc en exprimant leur colère à la place de la peur, sans reconnaître que cette attitude est en rapport avec eux-mêmes. Ils prennent alors une position pour eux. On peut aussi interpréter tout ça sur le plan énergétique, a fait remarquer Marlène, au sens de l'énergétique chinoise. Quand quelqu'un est dans une situation d'équilibre entre ce qu'il pense ou ce qu'il dit, donc sur le plan mental, ce qu'il ressent dans son corps ou dans son cœur, donc sur le plan émotionnel et des sensations, et enfin ce qu'il fait, donc sur le plan moteur, son énergie disponible se répartit uniformément entre ces trois dimensions. C'est ce qu'on appelle en neurosciences et psychologie l'alignement neuro-émotionnel, à alors récapituler Alain. Il permet d'adopter une façon positive de réagir au stress et à la peur, qu'on appelle stratégie mature ou de transformation. On parle aussi, dans ce cas-là, de résilience. C'est cela, a appris Marlène. Et dans cet état d'équilibre neuro-émotionnel entre le corps et l'esprit, notre centre de gravité énergétique, au sens donc des philosophies orientales, se trouve au milieu de tout ça. Si on représente ces trois dimensions comme un cercle divisé en trois parts égales. Mais quand une émotion très forte comme la colère ou la peur nous envahit, notre énergie est tout de suite mobilisée abondamment par nos ressentis. Et à ce moment-là, nous consommons en retour énormément d'énergie pour contenir nos émotions et revenir à notre état d'équilibre interne. Ou au contraire pour les alimenter dans un processus d'emballement de la peur ou de la colère. En gros, dans ce dernier cas, on part en vrille, si je comprends bien, et je lâchais. Bravo, professeur Moreau, a ricané Marlène qui n'avait pas encore l'habitude d'utiliser ce sobriquet. Mais ce qu'il faut comprendre, a-t-elle poursuivi, c'est que dans les deux cas, c'est-à-dire celui d'une dépense énergétique pour un retour à l'équilibre, ou bien qui peut aller jusqu'au pétage de plomb, notre centre de gravité énergétique se déplace immédiatement
dans la zone des ressentis et des émotions. Ce qui veut dire qu'il ne nous reste quasiment plus d'énergie pour agir, voire même pour penser. Car ces troubles psychiques dirigent l'attention vers des objets ou des actions inappropriées, laissant peu de disponibilité pour l'intention de départ. Notre énergie psychique est alors gaspillée. Oui, a précisé Alain, à ceci près qu'il est quand même très fréquent qu'on se réfugie alors dans le mental, en rationalisant notre décharge émotionnelle, en lui trouvant une raison quelconque, quitte à déformer la réalité. En gros, pour ne pas perdre la face. Mais d'une façon générale, cette façon négative de réagir à la peur ou au stress, appelée défense névrotique ou stratégie régressive, conduit à des comportements de résignation ou de victime, pouvant aller jusqu'à la dépression, voire des comportements suicidaires. Ok, a dit Thierry, il est donc faux d'affirmer que la peur pousserait par définition à l'action et conduirait de facto à agir de façon appropriée. Et qu'il faudrait ainsi que pour agir, nous ayons tous peur des crises systémiques en cours, dont les crises du climat et de la biodiversité, a renchéri Marlène. Oui, a confirmé Alain, ce serait même plutôt le contraire. Il faut aussi rappeler que la peur, comme toute émotion négative, nous informe d'un besoin fondamental qui n'est pas satisfait. Il s'agit d'un besoin de sécurité, physique comme affective, d'un besoin de justice ou de repère, ou d'un autre besoin encore. Et dans le cas de la peur, un besoin qui est même menacé. Par conséquent, souffler sur la peur, comme pousser à la colère, voire à la haine, revient à accentuer la menace sur nos besoins fondamentaux. C'est vraiment une stratégie d'une extrême perversité. En tout état de cause, on ne peut absolument pas généraliser que la peur pousse à l'action. Pourtant, et là j'ai repris la main sur notre discussion, certains n'hésitent pas à franchir le pas et considèrent même que nous n'avons pas assez peur. C'est l'idée même du philosophe allemand Hans Jonas qui soutient dans le principe responsabilité que la peur d'un danger nous sensibilise à ce qui est menacé, a complété Marlène. Et que cette peur serait alors une valeur selon laquelle croire au pire formerait le socle de la responsabilité. C'est justement le point de vue de Claire Nouvian, ai-je repris, fondatrice et directrice d'une ONG française de conservation des océans très en vue, que toutes celles et tous ceux qui travaillent dans ce domaine, ou des domaines proches comme celui de la pêche maritime, connaissent forcément sans que j'ai besoin d'en faire la publicité. Or, s'il faut reconnaître à Jonas le mérite d'avoir mis en avant les devoirs qui nous incombent vis-à-vis des générations à venir, sa manière de voir la réponse aux crises écologiques de notre temps débouche inéluctablement sur des dérives autoritaires. Et si, comme le dit l'universitaire Dominique Bourg, on peut suivre globalement Jonas sur son principe responsabilité, ces orientations politiques qui en découlent sont dangereuses. Car le meilleur des mondes écolos, auquel aboutit la logique de Jonas, n'a rien à envier au meilleur des mondes d'Aldous Huxley. Et c'est justement la tentation rampante, je suis désolé de le dire, de nombreux activistes de la conservation de la nature, comme Claire Nouvian justement, d'imposer par le haut un nouvel ordre écologique qui n'a absolument rien de démocratique, la menace d'un danger existentiel servant à justifier des scénarios à l'odeur totalitaire. Et là, j'ai montré à mes amis une interview de celle-ci au micro de Léa Salamé et Nicolas Demorand sur France Inter en août 2023, face au philosophe et essayiste Pascal Bruckner, et dont je vais vous lire tout de suite un extrait. Le sujet portait sur le changement climatique, mais il aurait pu tout aussi bien porter sur la biodiversité. La façon de procéder aurait été la même. Faire peur pour, soi-disant, faire bouger les lignes. Donc là, je vais essayer de me trouver un endroit tranquille et à l'ombre surtout pour lire la retranscription de cette interview. Parce que là, je peux pas filmer et lire mon papier en même temps. Et puis de toute façon, si vous voulez accéder à cette interview, sous la vidéo, vous trouverez toutes les références, pas seulement sur cette interview, mais sur tous les points de discussion que j'aborde dans cette vidéo. Bon, alors, il faut que je trouve un endroit, par ici. Il fait beau en Provence, mais il fait chaud. Ah, je vois pas loin d'ici une petite oliveraie. Je vais m'y mettre à l'abri et on s'y retrouve tout de suite. Ah, je crois que je vais être peinard.
Ça va être parfait. Allez, j'enlève tout mon sac, je m'installe et on reprend la discussion. Voilà, j'ai donc la transcription de cette fameuse interview que je vous lis tout de suite. Ah bah bravo. Coupé net. Juste au moment où vous alliez peut-être enfin apprendre un truc vaguement utile. Même moi, je sais plus ce que c'était. C'est dire si c'était important. Bon bah par conséquent, si vous tenez absolument à savoir ce que j'allais révéler, et franchement je me demande dans quel but, il suffit d'aller voir la suite, sans interruption pub, sur mon site animen.fr. Oui, celui qui s'affiche juste là, sous la vidéo, avec le lien en description. Prenez le titre, la petite référence numérotée, et allez fouiller sur la page dans le bandeau sous la vidéo mise en avant. En faisant gaffe à ne pas prendre la bande-annonce pour la vidéo complète. C'est pas sorcier. Même pour ceux qui pensent qu'un onglet tri-sélectif va bientôt apparaître sur YouTube pour recycler des vidéos comme celle-ci. Après, si tout ce que je vous raconte vous gonfle, bah n'y allez pas. Mais alors, expliquez-moi pourquoi vous avez tenu jusque-là. Mystère insondable du cerveau humain. Faut que je demande à Alain. Lui, il a toujours une théorie neuroscientifique pour tout. En attendant, surtout ne partagez pas cette vidéo. On ne voudrait pas qu'elle soit mieux référencée et qu'elle serve à, horreur absolue, diffuser un peu d'éducation populaire sur la protection de la nature à vos amis et à vos proches. Ne la commentez pas non plus. Sauf peut-être pour conseiller à ceux qui vous liront d'aller regarder ma vidéo directement sur animen.fr pour ne pas être frustré de se faire couper, comme vous et moi à l'instant, en plein milieu de celle-ci. Sinon, vous pouvez toujours vous abonner à la chaîne. Juste pour vous, histoire de dire. Quant à le recommander aux autres, faut pas pousser non plus. Et si la plateforme sur laquelle vous êtes ne vous laisse pas cliquer sur s'abonner, parce qu'après tout, pourquoi faciliter la vie des gens, hein, passez par ma newsletter, là encore sur animen.fr. Comme ça, vous recevrez toutes mes vidéos. Et quelques autres réjouissances au passage. Bon, on en était où? Ah oui, vous étiez sur le point de devenir un peu plus intelligent. Mais rassurez-vous, ça va vite passer. Mais non, je déconne. Allez, on se retrouve sur mon site internet. C'est un peu comme si vous veniez chez moi. Sauf que j'ai pas à vous payer à bouffer. Ciao!